Bonjour, bonsoir, amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors, je vais essayer de participer à la réflexion générale sur ce qu'il vient de se passer, sur ce qui se passe, mais ça semble diminuer en intensité. Je parle des émeutes. Il y a énormément de choses à dire. Je vais faire une vidéo assez longue. Je vais lire des notes que j'ai prises et je vais également conclure par la lecture d'un courrier d'un ancien gendarme. Un courrier qui, soit dit en passant, tu verras, le fera passer et me fera passer, puisque je vais le lire, et donc en quelque sorte, malgré tout, le partager, me l'approprier. Nous ferons passer par certains de ces aspects par d'immondes fachos, pour d'immondes fachos, et ensuite pour d'immondes islamo-gauchistes, et enfin pour d'immondes antisémites. Voilà, c'est le combo. Mais je considère que ce gendarme, cet ancien gendarme, tient un discours de vérité. Voilà. Avant tout, donc, je vais poser quelques postulats. Le premier, c'est effectivement, ça c'est très important parce qu'on dit les banlieues, mais ce ne sont pas du tout les banlieues qui ont fait les émeutes. Ce sont principalement, on va dire, les jeunes voyous des banlieues, c'est-à-dire 0,1% des banlieues. Les banlieues sont pleines de travailleurs. Ce sont les tâcherons de la société française. Ce sont ceux qui font le ménage, ce sont ceux qui font fonctionner le métro, ce sont beaucoup de fonctionnaires, y compris des policiers. Il y a beaucoup de retraités, de gens qui ont passé leur vie à travailler dans l'industrie française, par exemple, les anciens ouvriers de chez Renault, etc., etc. Ce sont aussi des commerçants, etc., etc. Et de fait, l'autre postulat, c'est que les banlieues, par nature, ce sont les zones pauvres des sociétés, n'importe quel pays. On peut appeler ça les faubourgs, voire dans certains pays les bidonvilles. Et donc, effectivement, ça génère une voyoucratie. Et tu as une poignée de voyous totalement déstructurés qui font la loi dans ces banlieues, qui oppriment les banlieusards. Et c'est en là où il y a défaillance de l'État, effectivement. Alors on peut dire, il faut rajouter des policiers. C'est Sarkozy qui a détruit la police française. C'est Sarkozy qui a détruit la police française. Ce n'est pas un islamo-gauchiste, Sarkozy. Encore que certains sont capables de l'expliquer au bout du compte. Rappelons que Sarkozy s'est allié aux islamistes pour détruire la Libye et préparer la destruction de la Syrie. C'est tout un dossier, on en reparlera un jour. Ok. Mais donc, voilà, c'est flagrant, c'est historique maintenant. Et donc, alors de fait, ces voyous, ces racailles, ces émeutiers sont peu nombreux. Combien sont-ils? On peut, alors voilà, faire des estimations, évidemment, personne ne les a comptés. Imaginons qu'ils aient été, tu as vu les images,
hein. Tout le monde a vu les images. Imaginons qu'ils ont été 500 par ville, ce qui est en rapport avec les images au bout du compte, hein. Ils n'étaient pas 10 000 par ville, hein. Ce sont des petits groupes, j'ai envie de dire fluides, qui refusent l'affrontement avec les forces de l'ordre, hein, qui les tiennent à distance avec des mortiers, des feux d'artifice, mais qui ne vont pas à l'affrontement direct, hein. Ils bougent et ils mettent le chaos là où ils sont tant que la police arrive. Quand la police arrive, ils changent de quartier, ils changent de zone. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas été 10 000, 50 000, 100 000, ou 6 millions. Il y en a qui disent ce sont les musulmans. Mais non, ce ne sont pas les musulmans. Les musulmans sont 6 millions. Il n'y a pas eu une émeute de 6 millions de personnes. Et puis ça ne veut rien dire. Encore une fois, les musulmans, il y a beaucoup de retraités, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup encore une fois, de fonctionnaires, de travailleurs. Et voilà. Donc, voilà, imaginons qu'ils aient été 500 par ville et qu'il y ait eu des émeutes dans 100 villes. Ce qui est, je pense, un maximum, hein. Tu peux, évidemment, c'est quand tu reçois toutes les informations, c'est chaotique. Strasbourg, Lille, Rennes, Nantes, ok, voilà, Marseille, Lyon, Toulouse, Paris, etc. Mais est-ce qu'il y a eu 100 villes? C'est pas sûr. Donc, on part sur cette estimation, 500 émeutiers par ville, il y a eu 100 villes, ça fait 50 000. D'accord? Il y a eu une émeute d'un maximum de 50 000. Et tu peux dire, allez, 100 000. C'est que dalle par rapport à donc 67 millions de Français. Mais effectivement, hein, voilà, 50 000, 100 000 en roue libre, ça met le chaos, hein. Voilà, ça c'est la démonstration. Alors, après, la question, on va dire, de la cause, hein, parce qu'au bout du compte, ces effets, ces émeutes, c'est l'effet de quelque chose, hein, l'effet d'une cause. Donc, il faut rechercher la cause. Est-ce que la mort du jeune Naël est la cause principale, ou est-ce que c'est l'étincelle qui a fait exploser un état de fait qui était là depuis, sous-jacent depuis des années, des décennies, etc., etc. C'est plutôt mon hypothèse, si tu veux. C'est la goutte, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, donc, effectivement, on doit rechercher, une fois, si tu veux, la folie du chaos passé, on doit rechercher la cause profonde pour essayer d'éviter que ça recommence. On est d'accord. Et donc, moi, je te dis, déjà, à la base, la cause profonde, ben voilà, c'est la paupérisation des banlieues, comme dans tous les pays du monde. C'est la première des problématiques, hein. C'est comment donner de l'éducation aux populations les plus pauvres, hein, comment leur donner des perspectives d'avenir, hein, pour qu'ils ne soient pas... Parce qu'on dit, oui, mais regardez, ils brûlent les écoles, les médiathèques, leurs supermarchés, enfin, ce qu'on essaye de construire dans ces zones, ce sont des cons. Oui, mais l'autre problème, c'est que eux, en gros, ils disent, ça nous sert à rien, puisqu'on peut se faire buter sur un contrôle routier. Donc, on n'a strictement aucun avenir, on n'en a rien à foutre des écoles, des médiathèques et des manèges et des supermarchés. Donc là, on est confronté, voilà, à ce principe de réalité du... je veux dire, il y avait les punks dans les années 70-80, leur slogan, c'était « No future », pas de futur. Hein, et quelque part, voilà, et les punks, c'était les racailles des années 70-80. Et là, on se retrouve donc avec une population qui dit « No future ». Nous n'avons pas de futur. Donc on pète tout, on n'en a rien à foutre. Et somme toute, les gilets jaunes, à moindre mesure, c'était aussi ça. Hein, tu peux retrouver des films des premiers mois des émeutes gilets jaunes, ça cramait pas mal.
Hein, il y a eu des attaques de préfectures, de commissariats, etc., etc. Hein, donc c'était pas, bah voilà, encore une fois, c'était pas les mêmes causes, les mêmes déclencheurs, les mêmes, du tout la même réalité sociale. Et mais voilà, il y a un moment où le peuple part en vrille, part en émeute. Hein, et c'est pas, et l'émeute, c'est un effet, ce n'est pas une cause première. C'est un effet d'une problématique beaucoup plus profonde. Et c'est évidemment ça qu'il faut régler. Hein. Et encore une fois, les banlieues, elles attendent ça. Donc, voilà, sors des schémas, va faire des interviews de banlieusards, et la majorité va te dire non, mais nous, on veut des flics de quartier. Et on veut, ils le disent, et c'était le cas avant, des flics qui habitent le quartier, qui viennent des quartiers, qui connaissent tous ces petits jeunes, qui sont d'ailleurs des petits jeunes, c'est-à-dire qu'effectivement, regarde, les émeutiers de 2005, aujourd'hui, ils sont devenus des parents. Et certains s'en sont sortis, d'autres pas, etc. D'autres ont généré justement ces nouvelles générations, dans un sens. Hein. Mais voilà, en gros, tu te calmes. Hein, alors, il y avait une phrase de je ne sais plus qui, hein, qui n'a pas été anarchiste à 16 ans est un con. Hein, qui le demeure à 40 ans est un con. Mais qui n'a pas été en révolte vis-à-vis d'un système établi est un con. Dans un sens, les 68ards, c'était des émeutiers aussi, c'était des révoltés aussi. Autre problématique sociale, d'accord ? Mais voilà, on est toujours dans cette... c'est une réaction par rapport à une société qui écrase. Une société dans laquelle tu as des espoirs, une vision d'avenir, ne provoque pas de révolte, même si c'est difficile. Hein. C'est un peu l'histoire de la cocotte minute, de la pression dans une cocotte minute. Donc, alors, je voudrais d'abord, effectivement, bon, alors c'est ça, ça peut, là, c'est vraiment un sujet à tiroir. Donc, oui, il y a vraiment, donc c'est une partie de violence dans les banlieues, d'anarchie, et qu'il faut régler d'une manière ou d'une autre. Hein. Alors, c'est toujours, on va dire, un combo entre la répression et l'éducation. Tu ne peux pas faire que de la répression, parce que dans ce cas-là, tu sais qu'il y aura de prochaines émeutes. Hein, il faut casser les plus fous, et puis il faut récupérer ceux qui se sont fait embarquer par les fous, et voilà, et encore une fois, leur donner une direction, leur donner un avenir. Sinon, voilà, si tu fais que de la répression, ça sert à rien. Si tu fais que de l'éducation, c'est pareil, ça sert à rien, puisque dans un sens, les mauvaises graines seront en roue libre, ne seront pas contrôlées. Donc c'est un combo, voilà, c'est toujours pareil, c'est un principe de réalité de la gestion d'une société. On ne peut pas se voiler la face. Alors, alors bon voilà, j'ai pris quelques notes. J'ai aussi, alors bon, je suis tombé sur deux petits. Ah oui, alors si, il y a quand même une vidéo qui me paraît intéressante à montrer. Parce qu'on dit les banlieues, ils en ont marre d'être... ils disent qu'ils sont racisés, c'est pas vrai, etc., etc. Là, il y a quand même une petite vidéo qui est assez marrante, dans un sens, et qui montre ce décalage. Tu vas voir, je te la montre tout de suite. Enfin, je dis ça, il faut que je la retrouve, c'est toujours pareil. Elle est là. Alors, attends, j'arrive à faire du... Bouge pas. Alors, j'ai enlevé le son parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui commente déjà cette vidéo. Donc, voilà. Bon, je crois que c'est ce que je peux faire de plus grand. Donc, regarde bien. C'est donc un pillage d'un magasin Lacoste. Mais tu vas voir que ce ne sont pas des racailles de banlieue. Et tu vas voir la fin, c'est la fin, ça dure 2 minutes.
la fin avec la police. Alors, voilà, c'est ça, tu vois. Tu vas voir la fin avec la police. Donc, tu vois, là, tu as un petit blanc, tu vois bien que c'est pas une racaille de banlieue. Alors, on va dire que c'est une racaille blanche dans ce cas-là. Hein, voilà, si on veut vraiment régler le problème, tu vois, ce sont des... Regarde celui-là avec son sac à dos pour la fin. C'est lui qu'il faut repérer pour la fin. Donc là, bon, bah voilà, donc ça rentre dans le magasin. Donc, c'est un magasin qui a déjà été apparemment attaqué, pillé. Et là, on va dire que ce sont les gagne petits, les gratte-miettes. Hein. Ils disent, ah bah tiens, il y a une opportunité. Voilà, ce sont des opportunistes, effectivement. Alors là, tu vois qu'ils sont quand même assez organisés dans le sens, tu vois, ils planquent le lieu du délit. Voilà, c'est pas de la racaille classique, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là, ça y est, ça part, ça sort avec ce qu'ils ont trouvé. Ah, bon, des t-shirts, bravo. Vas-y, prends, tiens, vas-y, tiens, prends. Regarde là, c'est le gars avec son sac à dos là. Ça... Donc voilà, ça se met à siffloter. Et qu'est-ce qui arrive? La police. Et regarde, c'est pas de la racaille en train de fuir, en train de se faire agresser. Ils se prennent pas une balle. Ils sont partis par là-bas. C'est quand même. Moi, j'adore cette vidéo. Tu vois, et les flics, effectivement, n'est pas du tout. Enfin, il est dans un délit de faciès à l'envers, le flic. Tu vois. C'est bon, bah, on les écoute. Ils disent, bon, ils doivent leur dire, ouais, c'était des Arabes, ils sont partis par là-bas. Et tout le monde part par là-bas. Et eux, ils sont gentils, tu vois, c'est des petits blancs gentils. Et là, c'est évident, tu vois, c'est une espèce de démonstration tu vois, de délit de faciès à l'envers. Ah, elle est quand même extraordinaire. Bon, ce sont ce qu'on appelle des opportunistes. Moi, je me souviens que j'étais dans une ville, j'étais à Pithiviers, j'ai habité à Pithiviers, au nord d'Orléans. Et il y avait donc de temps en temps, il y avait des camps de gitans qui s'installaient. Et les cambriolages augmentaient à ce moment-là. Et la police a arrêté les cambrioleurs. Et ce n'étaient pas des gitans, c'était des Français dits de souche qui profitaient de la présence des gitans pour organiser des cambriolages, de l'opportunisme. Et donc ça aussi, bon voilà, je montre cette vidéo parce que tu vois, c'est pas vrai, c'est tout blanc, tout noir. Hein, la vie, elle n'est pas comme ça. Hein, il n'y a pas les gentils et les méchants. Et là, tu vois, et évidemment, les jeunes de banlieue, ils voient cette vidéo, ils disent, bah voilà, tu vois, voilà. Est-ce que ces jeunes se sont fait tout de suite matraquer, courir après, casser la gueule, embarquer sans qu'on leur demande quoi que ce soit? Non, on voit des petits blancs sympas, le flic discute avec eux, leur demande des renseignements, par où ils sont partis les voleurs, et ils se font trimballer. Bon, voilà, me paraissait importante. Ceci dit, si j'en ai une autre aussi. Alors, est-ce que un peu alors, je suis pas là pour chercher des excuses aux, aux voyous, hein, mais pour montrer que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Là, on est sur. Alors là, je crois qu'il y a le son parce que c'est à Strasbourg. La racaille qui arrive là. Bon, alors voilà, mec de la BAC. Hein, mec de la BAC, habillé comme une racaille. Qui s'est passé pour l'un des nôtres. Magnifique. Alors évidemment, hein, les mecs de la BAC vont pas se promener avec un autocollant sur le front, je suis de la BAC. Mais à partir de là, les Gilets jaunes ont été témoins d'énormément de casses organisées par des flics déguisés en casseurs. Hein. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a ça aussi, qu'il y a cette provocation.
Et de fait, les banlieues elles-mêmes doivent prendre conscience de ça, que dans les banlieues, les voyous justement, tu vois, hein, qu'ils peuvent se faire entraîner par des gens qui veulent du chaos, qui les transforment eux en idiots utiles du système pour générer du chaos, pour ensuite arriver avec des mesures, des contre-mesures à ce chaos, des mesures de surveillance, etc., des lois liberticides hein, qui contraignent tout le monde, hein, évidemment. Là, je ne sais pas si tu as vu la nouveauté, donc maintenant, les brigades anti-émeutes sortent avec des fusils à pompe, avec des balles en caoutchouc, mais je peux te dire que ça te couche. Hein. On te dit c'est non létal, c'est comme le LBD dans un œil, hein. C'est non létal, mais ça te rend handicapé à vie. Hein. Et donc, de fait, ces armes-là, qui sont donc, tu vois, tout le monde dit oui, bon, bah, c'est bien, enfin, tout le monde, ça va les calmer, ces voyous, etc. Maintenant, elles ont intégré le dispositif policier. On les retrouvera dans les prochaines manifs, gilets jaunes ou contre la retraite ou contre la dictature sanitaire. Hein, voilà. C'est là où le système lui-même, au bout du compte, surfe sur le chaos. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que c'est organisé de but en blanc, mais ils ont anticipé ce genre d'événement, ce genre d'émeute, et ils savent comment réagir. Ils ont plusieurs options. Voilà, dire aussi qu'effectivement, donc il y a eu plus de 3000 arrestations, hein, c'est énorme. Et de fait, s'il y a, tu vois, 50 000, plus ou moins, voyous émeutiers, 3 000, encore 1 000 ou 2 000, et on est à 10% d'arrestation. Et à mon avis, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles ça se calme. Hein, c'est toujours pareil, c'est que les leaders, entre guillemets, alors, et des leaders et aussi des gens qui n'ont au bout du compte rien fait, je crois que, enfin bon, tu vois, qui se font gauler parce qu'ils ne courent pas assez vite, mais en fait, il n'y a aucune charge, on ne les a pas vus, ni jeter un pavé, ni casser un magasin, etc. Ils étaient là, bon, bah, très bien. Mais ça, évidemment, ça calme. Hein. Si tu as 10% de tes copains qui sont en tôle, ça calme. Je pense qu'il y a aussi le travail justement des parents, dans un sens, hein, qui disent c'est bon, tu restes à la maison ce soir, qu'est-ce que c'est que ces conneries, tu es en train de nous faire cramer notre lieu de vie, tu as fait cramer le magasin, etc. C'est de la connerie. Donc tu as toute une pression hein, de la population des banlieues contre ces voyous. C'est évident. Hein. Et puis, de toute façon, encore une fois, c'est pas... voilà, enfin, voilà, c'est pas évident, je pense, de faire une émeute tous les soirs. J'ai envie de dire. Il y a un moment, tu es fatigué, il y a un moment, tu es... Donc ça va se calmer, ça va se calmer. Ça, c'est quand même important à dire, il faut rassurer les gens dans un sens. Hein. Ça va se calmer. Et c'est en train déjà de se calmer. Et tu as les imams aussi qui interviennent hein, dans les familles, dans les banlieues, et qui appellent au calme. Hein, ça, c'est très important. Il faut arrêter de lier les voyous à l'islam. Les voyous, c'est l'antithèse de l'islam, évidemment. Hein. De la même façon que les pédophiles, c'est l'antithèse du christianisme, etc., etc. Donc, les imams, en ce moment, et les musulmans font tout ce travail de dire calmez-vous, c'est pas comme ça, il faut faire de la politique, éventuellement, si t'es pas d'accord, machin, etc. Il faut faire de la justice, etc., etc. Mais en même temps, voilà, encore une fois, on est dans une société totalement corrompue à tous les niveaux. Et donc, les jeunes disent, oui, non, mais on a été calme, ça fait 18 ans qu'on a été calme depuis les émeutes de 2005. Mais il n'y a pas de justice. On se fait encore buter sur un contrôle. Hein, donc, on n'est pas dans la justice, là. Et c'est ça, la goutte qui fait déborder le vase. Tu remarqueras qu'il n'y a pas d'émeute quand les grands voyous, les assassins, les violeurs se font buter par les flics.
Là, dans un sens, toi, même les dealers ou les ce que tu veux, dans un sens, ils disent, bon, bah, c'est normal. Hein, tu commets un crime, tu te fais buter, tu es en délit de fuite, ils te tirent dans le dos. Bon, bah oui, mais à un moment, c'est normal. Mais là, il y a émeute parce que, encore une fois, c'est un gamin de 17 ans qui conduit sans permis. Moi, je veux dire, ça a été mon cas quand j'étais jeune. Hein. J'ai des potes qui m'ont prêté des bagnoles, c'est comme ça que j'ai appris à conduire. J'ai moi-même fait conduire mes enfants quand ils avaient 13-14 ans. Alors, pas en ville, dans les champs où il y avait personne, etc. Pour les initier, on va dire, à la conduite. Si on devait buter tous les Français qui roulent sans permis, il y aura une hécatombe. Hein, je crois que, enfin, moi, j'ai pas les chiffres, mais il y aura une hécatombe. Et donc, c'est là, si tu veux, c'est là où les jeunes disent, voilà, hein, encore une fois, Pierre Palmade, le fils Zemmour, le fils, tu vois, le fils des élites, ils ne seront pas butés. Nous, on se fait buter. Et après, tu vois les images là de ce casse de Lacoste par les petits jeunes blancs où les flics viennent leur demander ensuite du renseignement. Tu vois. Donc, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, évidemment. Bon, je vais, parce que sinon on pourrait discuter pendant des heures. Ah si, je vais quand même te montrer justement euh, une vidéo alors de Martin Luther King à propos des émeutes, où je pense que c'est un petit peu le discours justement ça doit être un peu le discours des imams actuellement. Donc je te le partage, c'est un moment de l'histoire, hein. C'est pas la première fois qu'il y a des émeutes dans les pays riches, dans un sens. On est bon, c'est partagé. Voilà, donc c'est traduit évidemment. Riots are socially destructive and self-defeating. I'm still convinced that non-violence is the most potent weapon available to oppress people in their struggle for freedom and justice. I feel that violence will only create more social problems than they will solve. So I will continue to condemn riots and continue to say to my brothers and sisters that this is not the way. Continue to affirm that there is another way. But at the same time, it is as necessary for me to be as vigorous in condemning the conditions which cause persons to feel that they must engage in riotous activities as it is for me to condemn riots. I think America must see that riots do not develop out of thin air. Certain conditions continue to exist in our society, which must be condemned as vigorously as we condemn riots. In the final analysis, a riot is the language of the unheard. What is it that America has failed to hear? It has failed to hear that the plight of the Negro poor has worsened over the last few years. It has failed to hear that the promises of freedom and justice have not been met. And it has failed to hear that large segments of white society are more concerned about tranquility and the status quo than about justice, equality, and humanity. And so in a real sense, our nation's summers of riots are caused by our nation's winters of delay. And as long as America postpones justice, we stand in the position of having these recurrences of violence and riots over and over again. Social justice and progress are the absolute guarantors of riot prevention. Voilà, on ne peut pas dire plus. Ah, c'est très clair, c'est évidemment, voilà, nous condamnons la forme de ces émeutes, hein, mais effectivement, il faut interroger la société sur elle-même, dans un sens. Hein, voilà. Alors, encore une fois, les émeutes, ce sont les effets
La cause, c'est les différentes maladies de la société. Mauvais choix, tout ce que tu veux, mais voilà. Et de fait, n'oublions pas que donc les gilets jaunes, mais donc la classe moyenne française est confrontée à son propre appauvrissement, hein, l'augmentation des prix, l'augmentation des énergies, ça coûte de plus en plus cher de travailler, tout le tralala. C'est évident que les banlieues sont elles-mêmes soumises à cette inflation et à cette catastrophe. Hein, ce sont peut-être même les premiers impactés. Hein, les plus pauvres sont souvent les premiers impactés. Donc ces jeunes, voyous, pas voyous, c'est pareil, quoi. C'est une accumulation. C'est aussi ce qu'on appelle la génération confinement. Hein, ils se sont pris dans la gueule. Ça, encore une fois, nous les vieux ou les expérimentés de la vie, etc., on a pu encaisser psychologiquement plus facilement que les jeunes générations. Je ne te parle même pas des enfants, où donc il y a explosion des suicides d'enfants. Peut-être que s'ils avaient la force de faire des émeutes, les enfants feraient des émeutes. Hein, mais donc, on te dit, ils ont 18 ans, ils ont même pas 18 ans, ils ont 16 ans. Hein, ça veut dire qu'ils se sont pris le confinement à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Et donc, quelque part, ils ont été confrontés à la dictature sanitaire, et ça fait partie, hein, ce n'est pas du tout de leur revendication, quoi que ce soit, mais ça fait partie, évidemment, des éléments du pourrissement de cette société. Donc voilà, donc je vais lire quelques notes que j'ai prises pour tenir une espèce de discours cohérent, et ensuite je te lirai le texte de vérité d'un gendarme, d'un ancien gendarme, d'un gendarme de réserve, d'ailleurs, et qui est très, donc qui est voilà, hyper polémique. Mais voilà, il y a un moment, on est dans une situation de crise et il faut dire les choses, il faut mettre les pieds dans le plat, évidemment. D'accord, donc mes notes, je les commence par une phrase de Daniel Balavoine, chanteur des années 80. Sachez que le désespoir est mobilisateur. Et quand il est mobilisateur, il est dangereux. Ok. Donc après, ce sont mes notes. Hein. Depuis 4 jours, la jeunesse des banlieues se révolte. Elle déborde, elle casse, elle brûle, elle pille. La mort du jeune Naël n'est pas la cause de cette explosion. Elle est juste l'étincelle, la goutte qui fait déborder le vase. Souvenez-vous que la révolte et le chaos des Gilets jaunes est né d'une goutte d'essence de trop. Eux, c'est une goutte de sang de trop. Mais la goutte qui fait déborder le vase n'est pas le vase rempli à ras-bord. L'étincelle n'est pas le gaz. La coupe est pleine, oui, mais de quoi? Pourquoi le peuple français se révolte-t-il? Les gilets jaunes, ce qu'on appelle les antipasses, les travailleurs au moment des retraites, hein, souviens-toi du chaos, hein, des incendies de poubelles dans la capitale. Ah, c'était hallucinant comme image. Et donc maintenant, les banlieues, hein, même si c'est globalisé. Révolte après révolte, vague après vague, colère après colère. Je le disais déjà au moment des Gilets jaunes, nous ne sommes peut-être pas encore dans une période à proprement parler révolutionnaire, mais nous sommes assurément dans une période pré-révolutionnaire, une période où se multiplient les révoltes de plus en plus violentes. C'est QFD. Cette révolte aussi, celle des banlieues, fait peur, car elle nous fait toucher du doigt ce que le chaos et la violence ce que sont le chaos et la violence révolutionnaire. La violence du désespoir aggloméré qui mobilise les masses qui deviennent incontrôlables et aveugles. Bien sûr que ça fait peur. Ce que nous devons chercher à comprendre, c'est pourquoi les classes moyennes, et maintenant donc les banlieues, c'est-à-dire les classes défavorisées,
se révoltent comme autant de poussées de fièvre de plus en plus violentes. Jusqu'où? Est-ce que les Français sont des enfants gâtés qui s'ennuient, qui s'occupent en faisant ces émeutes, ou ces révoltes successives sont-elles l'expression d'un réel malaise et d'une tragédie historique à venir? Et si c'était le cas, y a-t-il encore un moyen de reculer et d'éviter la méga confrontation qui vient entre le peuple français et l'État? Le problème majeur, de mon point de vue, c'est l'appauvrissement de la majorité des Français, doublé par la corruption morale de l'État à tous les niveaux. Les banlieues ont les mêmes problèmes que les gilets jaunes. L'appauvrissement, l'absence de perspective d'avenir, la colère contre une classe politique dévoyée et sécessionniste avec la répression pour toute réponse. C'est un cocktail pour le moins explosif. T'étonne pas, si tu reconnais que les gilets jaunes étaient légitimes de se révolter, t'étonne pas si les plus pauvres que les gilets jaunes se révoltent aussi. On peut noter quelques jalons historiques qui nous ont conduits à cet état de fait. À commencer par la désindustrialisation du pays, plus l'explosion de l'immigration. Je te rappelle que les cités étaient construites autour des grands pôles industriels et qu'ensuite on a fermé les pôles industriels et il reste les cités, désœuvrées, sans travail, loin de tout. Et on fait venir de plus en plus de monde. Et encore une fois, ce sont les industriels qui font venir les immigrés. Hein, les immigrés économiques, ce sont les industriels qui les font venir. Ce sont les industriels qui ont besoin des richesses des pays ressources, hein, et donc on les pille en faisant nos guerres et nos oppressions, la France-Afrique, le pétrole libyen, le pétrole syrien, d'accord, et enfin bon. Et ensuite, voilà, et ce sont nos industriels qui ont besoin d'une main-d'œuvre pas chère, soumise, non syndiquée, etc., etc. Donc, on a fait ces deux choses en même temps, là, en 50 ans, désindustrialisation du pays et explosion de l'immigration. Il y a eu l'inflation du passage à l'euro en l'an 2000, 2001, hein, chacun s'en souvient. On a eu le référendum de 2005, pour ou contre le traité de Lisbonne, les Français ont voté contre, et Sarkozy s'est torché avec le vote démocratique. Il nous a fait adhérer à l'OTAN, donc il y a eu l'adhésion à l'OTAN, donc derrière il y a eu, derrière et devant, hein, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de Libye, la guerre de Syrie, la guerre du Mali et leur flot de réfugiés. Nous avons eu les attentats terroristes, nous avons eu la destruction des services publics, hôpital, école, police, encore une fois, Sarkozy. Hein, j'insiste parce que c'est facile de dire les gauchistes ou les islamo-gauchistes. Hein, il faut se réveiller. Il y a une élite supérieure et sécessionniste qui n'en ont strictement rien à foutre des idéologies ou des religions. Ils manipulent tout dans l'intérêt de l'oligarchie financière internationale. Ça, c'est fondamental. Si tu restes bloqué dans ces oppositions idéologiques, tu es l'idiot utile du système et de l'oligarchie qui te baise la gueule. Donc, nous avons eu l'introduction du LBD dans les manifs, hein, dans la gestion des foules, donc le rapport à l'hyperviolence, hein, avec le préfet allemand qui dit « moi j'ai choisi mon camp ». Enfin, on n'est pas dans le même camp. Comment on n'est pas dans le même camp? C'est la République, c'est le pays, c'est la France. On est bien sûr qu'on est dans le même camp. S'il te dit qu'il n'est pas dans ton camp, c'est qu'il est bien dans le camp de l'oligarchie sécessionniste. D'accord, donc nous avons eu, c'est même pas la peine, on ne peut pas faire la liste, tous les scandales politiques de corruption, plus on va dire, donc les affaires violentes de la société, l'affaire Epstein, hein, la pédocriminalité étouffée par le système. On n'a pas les noms de ceux qui fréquentaient l'appartement parisien du pédocriminel international Epstein.
Pourtant, tu as une élite qui a participé à ce crime contre l'humanité, qui est la pédocriminalité. Donc nous avons eu l'affaire Lola, nous avons eu l'affaire Chouvia, nous avons eu l'affaire Zinem, nous avons eu l'affaire Steve, nous avons eu les 13 morts pour refus d'obtempérer. Dans tous les autres pays européens, il n'y a aucun mort pour refus d'obtempérer. Et puis on a eu la cascade après des catastrophes avec l'arrivée de Macron, l'incendie de Notre-Dame, la révolte des Gilets jaunes, l'affaire Jean-Michel Macron, ça c'est la dépravation, la décadence. Donc nous avons eu le confinement, nous avons eu l'obligation d'injection, nous avons eu les mensonges pendant toute cette période, des mensonges d'État et le surendettement de l'État à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros. Après on te dit oui, il n'y a pas d'argent pour les banlieues. Il faut faire des choix, mon ami. On finance la guerre, ou on finance les laboratoires pharmaceutiques, ou on finance la justice sociale, les écoles, les universités dans les banlieues. Ce sont des choix de société, et c'est la résultante de toute cette merde qu'on vit, résultant de mauvais choix. Donc nous avons eu la réélection de Macron, ce qui est une catastrophe, après sa dictature sanitaire. Donc nous avons eu l'offensive wokiste et transgenre. J'ai entendu ce matin un journaliste qui disait, bon, en même temps, c'est dur de demander aux jeunes de banlieue de s'intégrer à une société transgenre. C'est une société dégénérée. Une société corrompue. Donc nous avons eu la réforme et la révolte des retraites, nous avons eu les révoltes des soulèvements de la terre, avec des blessés graves, encore une fois de la répression. Nous avons donc maintenant la guerre anti-russe, nous avons donc l'hyperinflation, et donc maintenant l'affaire Naël et la révolte des banlieues. Donc, et j'en passe. Ça, c'est le gaz. Ça, c'est le vase rempli. Toute cette merde-là. Tu comprends ? Et la mort de ce jeune Naël à l'occasion d'un contrôle routier qui a mal tourné, c'est l'étincelle. Mais la merde, elle est là. Je viens de t'en faire une liste non exhaustive. Pourquoi on s'étonnerait de la colère et de la révolte des pauvres ? De quel chaos parle-t-on ? De celui des révoltes ou de celui de la société et de la classe politique ? On ne peut pas se mentir à soi-même et dire c'est juste la cause des racailles. On va éradiquer les racailles et la France va être un pays merveilleux. C'est bien que c'est faux. C'est un des problèmes de la société, mais c'est le dessus de l'iceberg. Encore une fois, combien de gilets jaunes ont-ils tué de personnes ? 0. Combien les révoltés des banlieues ont-ils tué de personnes, là, pendant ces révoltes ? 0. Ils ont fait peur à tout le monde, ils ont fait courir des mères, etc. Mais il n'y a pas eu de lynchage. Il aurait pu y avoir, dans tous les sens. Et tu verras qu'il y aura un bilan. Malgré tout, il y a quelques morts suite à ces émeutes. Et parmi les émeutiers, principalement. Ok. Mais en face, combien le Rivotril a-t-il tué de nos anciens dans les EHPAD ? Est-ce que si les émeutiers, effectivement, ils étaient entrés dans les EHPAD et ils avaient brûlé 50, 100, 200, 1000, 2000 nonagénaires, là, tu vois, on dirait qu'il faut les pendre. Et là, qui a tué nos anciens au Rivotril dans les EHPAD ? Combien le confinement et l'absence de soins ont-ils tué ? Combien les injections ont-elles tué ? Il est où le crime contre l'humanité ? Il est où ceux qui agressent les Français ? Ils sont où ceux qui agressent les Français, ceux qui tuent les Français à proprement parler ? Et après, on s'indigne parce qu'il y a une révolte des pauvres, de la racaille. Est-ce que ce sont les pauvres qui ont surendetté la France de 3 000 milliards ?
Est-ce que ce sont les pauvres qui ont créé l'inflation de l'énergie, de la nourriture? Est-ce qu'on doit s'étonner de la révolte? La révolte est-elle la cause de nos problèmes ou bien l'effet dévastateur du mensonge, de la corruption, de la trahison de l'État depuis des décennies? Pour moi, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le peuple français est confronté à la sécession de ses élites. C'est là la véritable cause profonde des révoltes successives que traverse notre pays. C'est là la cause du chaos. Soit un capitaine qui dirige le bateau dans l'intérêt des, des, des passagers, soit il pilote le bateau dans l'intérêt des ferrailleurs. Et il va faire sombrer le bateau pour faire gagner de l'argent aux ferrailleurs. C'est ce qui se passe. Alors que faisons-nous? Quelles sont les solutions? Quel est notre avenir? Nous n'avons pas le choix, ou plutôt nous avons le choix entre deux solutions très simples. Soit nous nous soumettons, nous rentrons dans le rang et nous serons heureux et rassurés d'être des esclaves, soit nous soutenons et préparons les prochaines révoltes pour écrire ensemble l'histoire de France. Quand je dis ensemble, je parle de la classe moyenne et des banlieues. Et je reprendrai une formule du dégénéré qui dirige le pays, quoi qu'il en coûte. Révolutionnaire en carton sur Internet, c'est bon. Le choix est simple, c'est la dignité ou l'esclavage. Mais chacun, là, est mis en face de ce choix. Hein, arrête de faire semblant d'être un révolutionnaire si tu pleurniches dès qu'il y a du chaos révolutionnaire. Je laisse aux politiques et aux médias le soin de vous expliquer comment devenir des esclaves. Hein, je ne vais pas faire des vidéos sur le sujet, comment se soumettre. Hein, et je vais évidemment continuer de tenter de réfléchir de mon côté à la révolte finale, au chaos révolutionnaire qui nous sortira du chaos politique, économique et social et civilisationnel. Le peuple doit prendre ses responsabilités, les vieux et les jeunes, les Français dits de souche et dits de banlieue. Il y a une date fatidique qui arrive, qui peut et qui doit être préparée. C'est l'été prochain, à l'occasion des Jeux Olympiques organisés à Paris. J'en parlais déjà il y a 4 ou 5 ans. On me répondait alors que c'était trop loin, qu'il fallait faire la révolution avant. Hein, les gilets jaunes, je ne parle pas des émeutiers des banlieues, là, les gilets jaunes. Je disais, il faut faire la révolution avant. Bien, nous y sommes, au rendez-vous de 2024. Le peuple, dans toutes ses composantes, doit se mobiliser pour cette grande bataille qui peut faire tomber ce gouvernement corrompu et imposer enfin les bases d'un monde meilleur, reposant réellement sur le triptyque de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, dont les propres piliers sont la dignité, la justice et la sécurité pour tous. Si d'aventure les gilets jaunes, les patriotes, les syndiqués, les anti-dictatures sanitaires, les banlieues, et je parle là des banlieues qui travaillent, je ne parle pas encore une fois des voyous et des vendeurs de shit, qui seront toujours là, comme dans toutes les sociétés. Hein, trouve-moi une société de bacoul et de bisounours, ça n'existe pas. Il y aura toujours des voyous. Il y a des voyous qui sont encadrés, d'autres pas, on va dire. Hein. Donc voilà, de la même façon, les bourgeois doivent, hein, je continue, je recommence ma phrase, c'est d'aventure les gilets jaunes, les patriotes, les syndiqués, les antidictatures sanitaires, les banlieues, les bourgeois, les policiers et les pompiers arrivés à se concerter pour cette bataille. Il est fait, j'écris tellement bien,
il est fort probable que la France, de nouveau, entre dans l'histoire de l'Europe, pour le moins, ou de l'humanité. Est-ce que la France va écrire une nouvelle page de l'émancipation des peuples? Est-ce qu'elle va être un nouveau phare de la réelle démocratie et non pas de la fausse démocratie? En sommes-nous capables? Je ne sais pas, mais je pense que c'est une de nos dernières opportunités avant de sombrer dans une grande dictature pour plusieurs décennies, si ce n'est plusieurs siècles. Les Français ont 1 an pour définir des revendications communes et pour s'organiser à cet ultime combat. En gros, il nous faut définir des objectifs, une stratégie et des tactiques. C'est pas juste des blablas sur Internet. J'arrive pas à me relire. Pour donner des exemples, en termes de revendications, de stratégie et de tactique, en termes de revendications, les Français doivent, tous confondus, et tous y trouveront un intérêt, doivent instaurer la première démocratie. C'est même pas la 6e République, c'est la première démocratie, dont les piliers constitutionnels seront la lutte contre la corruption des élites à l'origine de toutes les trahisons et le référendum d'initiative citoyenne qui peut aborder, qui peut résoudre toutes les problématiques de manière démocratique. Ça peut régler le problème des retraites. Tu vois, problème des retraites, un RIC. Problème de l'écologie, un RIC. Problème tu vois ce que je veux dire, de qu'est-ce qu'on fait des banlieues, un RIC, etc., etc. Et le pouvoir est dans la décision du plus grand nombre. C'est le principe de la démocratie. Ce sont des revendications qui peuvent satisfaire autant les banlieues que les policiers. En termes de stratégie, donc ça c'est en termes de revendication, tu vois, pourquoi tu veux te révolter, hein? Si ce n'est pour un monde meilleur, bah, il faut le définir. Là, tu as 1 an. Les Gilets jaunes ont fait énormément. Hein, comme je dis, les Gilets jaunes, c'est le phénomène historique aux 10 000 manifestations, mais aussi aux 10 000 des assemblées générales. Hein, on a défini l'ennemi et recherché les solutions les plus justes pour tous. Ça a été un gros travail. Bon, ça c'est pour les revendications. En termes de stratégie, préparer l'encerclement et le blocage de Paris. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Alors qu'est-ce qu'on veut? Le monde meilleur. Qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Pour bloquer le pouvoir? Il n'y a rien à faire. Le pouvoir, est concentré à Paris, autant que se peut. Et donc, voilà, moi je pense que les Français réellement, mais c'est pour ça qu'il faut en parler dès cette année, il faut poser les prochaines vacances, tous les Français qui comprennent l'urgence doivent poser les prochaines vacances au moment des Jeux Olympiques et se préparer à aller pique-niquer à Paris, aller visiter Paris l'été 2024, monter sur Paris, bloquer Paris, bloquer les Jeux Olympiques. En termes de tactique, la stratégie, on va dire, c'est le plan d'ensemble. La tactique, c'est ensuite qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Il faut prendre exemple sur les banlieues, sur les voyous, sur les racailles. Il faut être souple, il faut être léger, il faut être partout. Il faut déborder et fatiguer les forces de l'ordre qui seront fidèles au pouvoir corrompu, plutôt que de se briser contre leurs forces. Nous, les gilets jaunes, voilà, avec notre gilet jaune, on se met en centre-ville et on affronte la barrière de CRS.
Voilà, et on se fait massacrer. Eux, ce qui n'empêche pas qu'ils ont eu quand même énormément de blessés au bout du compte, mais ils ne recherchent pas l'affrontement. Hein. Tu vois un rang de CRS, tu files et tu vas ailleurs. Hein, ça ne veut pas dire que tu rentres chez toi et tu vas ailleurs. Imagine que, encore une fois, voilà, les banlieues se révoltent la nuit, les gilets jaunes, les citoyens lambda le jour. Je te jure que les quelques flics qui resteront fidèles à ce régime corrompu, ils tiendront une semaine maximum. Ils étaient au bout là déjà, au bout de 3-4 jours de révolte d'une cinquantaine de milliers de voyous. Si tous les Français montent sur Paris au moment des Jeux Olympiques, hein, et qu'on fait de la présence, de la manifestation, du blocage, le pouvoir tombe. Le pouvoir tombe. Il perd toute sa crédibilité au niveau national, international, il tombe. Et quand il sera tombé, ça ne réglera pas tous les problèmes comme un coup de baguette magique. Hein. Il faudra que les Français fassent preuve d'énormément de sagesse, évidemment. Et il faudra mettre la pression sur ceux qui récupéreront le pouvoir en disant attention, voilà ce qu'on a fait, on est prêt à recommencer si vous merdez. Hein, s'il n'y a pas nos revendications premières, lutte contre la corruption et référendum d'initiative populaire, que des mecs comme Sarkozy n'ont pas le droit de se torcher avec. Voilà. Bon, je vais finir donc par cette lettre de ce gendarme. Hein, et après, encore une fois, voilà, je vais refaire évidemment de nouvelles vidéos sur toutes ces thématiques pendant un an. Donc, alors, ce gendarme s'appelle François Dubois. Hein, c'est un beau gosse. Est-ce que je vais te le trouver en photo? Hein, c'est pas un mec qui se cache du tout. D'ailleurs, il a partagé, bouge pas. Il va préciser les choses au départ. Voilà, François Dubois. Donc, c'est pas un islamo-gauchiste, on est d'accord. Hein. Donc, voilà, je vais te la lire vite fait. Elle est pas trop longue, mais quand même. Embrasement de la France et risque de guerre civile, changement de paradigme ou verrouillage final. Encore une fois, attention à tous tes a priori. Hein. À un moment, tu vas dire que c'est un facho. À un autre moment, tu vas dire que c'est un islamo-gauchiste. À un autre moment, tu vas te dire que c'est un antisémite. Et je crois que c'est un Français qui réfléchit comme un Français. C'est en tant, voilà, propos liminaire, c'est en tant qu'amoureux de la nation que j'écris ce texte. Écrit rapidement et dans l'urgence, j'y développe mon analyse à froid. Alors je crois que l'expression c'est plutôt à chaud d'ailleurs. Je précise, eu égard au contexte, être sportif, en excellente santé et n'avoir aucune pensée suicidaire. Tu vois, ça place le décor de ce qui va suivre. Hein. Il peut se faire buter, évidemment, parce qu'on ne veut pas que les gens parlent comme il va parler. J'invite mes anciens camarades des forces de l'ordre à lire et à partager le plus possible ce texte. Vous qui êtes actuellement en première ligne, fusible d'une situation qui vous dépasse, vous devez comprendre de quelle façon et dans quel contexte vous êtes actuellement instrumentalisé. Ce contexte de déliquescence nationale dans lequel vous opérez si difficilement est voulu, provoqué et appuyé par des forces très puissantes. Je m'exprime ici en toute liberté sans vous inciter à la révolte, mais en espérant que ce texte vous aide à conscientiser votre rôle et à prendre des décisions personnelles qui s'imposent. Je rappelle, quand je dis un ancien gendarme, il a quitté la gendarmerie au moment de la crise sanitaire. Hein, refus de la dictature sanitaire. Donc il a très bien réfléchi à la problématique de qui pourrit la vie des Français. Affaire Maël, contexte.
Nos élites corrompues et apatrides dans l'âme, donc c'est ce que j'appelle l'élite qui a fait sécession, ils ne sont plus là pour la France, œuvrent désormais depuis plus d'un demi-siècle à la destruction intégrale de notre pays. Hélas, le mal est fait. Et l'heure n'est pas à se lancer dans de grandes démonstrations historiques, géopolitiques ou théologiques pour expliquer les rouages de ce désastre. Certains Français dégustent aujourd'hui l'âpre goût de la merde qu'ils ont lâchement cautionné pour s'inscrire au sein du cercle désigné par leur maître comme celui de la bien-pensance. Il ne fait pas dans le détail. Tous les Français ont leur responsabilité par lâcheté dans cette situation. Mais voilà, il est obligé de faire court. Attention, accroche-toi à ton fauteuil. C'est un gendarme qui parle. S'il n'y avait pas eu la dictature sanitaire, il serait encore gendarme et un bon élément. Le réseau Soros, Attali, Minc, qui a accouché de Macron, a parfaitement compris cette phrase de Nietzsche: la plus grande dispensatrice d'aumône, c'est la lâcheté. De la création de SOS Racisme en passant par celle de Touche pas à mon pote, ils ont, au nom de la tolérance, sciemment promu l'émergence d'une sous-culture ethnicisée et communautarisée, en réalité exhausteur de racisme à géométrie variable et de fragmentation sociale. Ils se sont appuyés pour ce faire sur la lâcheté de la population, consécutive depuis les années 80 à un sabordage médiatique culpabilisant de l'image du Français, grand perdant de la Seconde Guerre, sauvé par les gentils Américains et historiquement présenté comme un pleutre délateur de Juifs. Beaucoup de ces lâches ignorants ont ainsi cherché à se racheter une conduite sur les bases d'une histoire caricaturée, honteusement simplifiée pour ne pas dire parfois falsifiée. Tolérant l'intolérable, il n'était plus question pour eux de s'insurger face aux vagues migratoires incontrôlées et non choisies. Pis encore, dans leurs petits esprits étriqués de gauchistes, celui qui s'en insurgeait devenait un vilain facho, caricaturalement assimilé à un adorateur du Troisième Reich. Aujourd'hui, donc là, tu vois, là, il passe pour un facho. Après, il va passer pour un islamo-gauchiste. Aujourd'hui, dans cette situation de pré-guerre civile, l'urgence est avant tout de comprendre les dangers auxquels nous sommes exposés. Ce qui est arrivé devait se produire. Ce n'était qu'une question de temps. Récemment, les commandes massives de blindés de gendarmerie Centaure, équipés d'un tourello téléopéré sur lequel se situe une AANF1 762, arme de guerre, ou encore la grande campagne de rappel des armes détenues illégalement constituent un faisceau d'indices qui ne peuvent qu'abonder dans le sens de mes propos. Ces dispositions font d'une pierre deux coups. Elles ont en premier lieu vocation à faire face au risque d'émergence d'un mouvement social spontané type gilet jaune. Ce risque est redouté parce que hors de contrôle s'il est un jour organisé et structuré. Mais elles ont aussi potentiellement vocation à participer à une opération de purge, conséquence d'un embrasement erratique parfaitement anticipable et attendu des cités, puis par effet domino de la population ancrée politiquement à gauche. Attendu parce qu'il y existe des accointances puissantes entre les mafias qui tiennent ces quartiers et l'État profond, ainsi que ses services de renseignement. Le tout intégrant le maillage de la franc-maçonnerie qui chapeaute une extrême gauche prête à instrumentaliser politiquement les émeutes et à rallier les cités avec ses antifas aux ordres. Les racailles sont les idiots utiles d'un système ambivalent qui a posé tous les jalons nécessaires à leur révolte et dans le même temps tous les jalons nécessaires à leur détestation. Là, tu vois qu'il voilà, il réfléchit un peu plus loin. Il constate la problématique de l'immigration sauvage,
mais ensuite il va réfléchir un peu plus loin. Qui a organisé cette immigration sauvage? Qui organise la détestation de cette immigration sauvage? Et qui organise la répression de cette immigration sauvage? Et là, voilà, tu vois que ce sont les mêmes. Cela avec pour objectif de la part de la gouvernance de reprendre le contrôle par la force dans un premier temps, puis dans un second d'instaurer un contrôle intégral de la population et de nouveaux moyens numériques en guise de verrouillage définitif. Ces moyens seront acceptés par les masses parce qu'ils s'imposeront comme l'alternative indispensable à la sortie du chaos. C'est en cela que les émeutiers sont les idiots utiles. En face, ils n'ont pas besoin dans un sens. C'est pas qu'ils ont provoqué, qu'ils se sont dit on va tuer Naël aujourd'hui pour provoquer le chaos, etc. Ils savent qu'ils créent les conditions du chaos. Ils savent qu'à un moment, une étincelle va enflammer tout ça. Et ensuite, ils savent comment réagir en utilisant ces émeutes pour instaurer une société de surveillance et de répression. Et c'est pour ça que je te dis que là, il doit y avoir alliance entre gilets jaunes, banlieue et policiers. Tu vois, ce sont les policiers comme ça qui doivent... Ils font bouger du côté des policiers. Et ils doivent faire bouger aussi les mentalités du côté des banlieues et des gilets jaunes. Affaire Maël, les origines. L'effet divers à l'origine de ces événements n'est pas un accident hasardeux car il résulte de la conjonction de deux phénomènes orchestrés par les élites, les ayant de facto conduites à anticiper ce qui allait se produire. Voilà. Ils génèrent les phénomènes de la société déstructurants, ils savent qu'il y aura une étincelle et ils ont déjà préparé, ils ont des think tanks, ils ont des McKinsey qui disent voilà, le jour où tu auras une émeute, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça, tu mets les caméras de vidéosurveillance, tu fais voter telle loi, etc., et telle loi, tu vas réprimer durement les émeutes, comme ça tu auras une partie de la population avec toi qui va accepter toutes ces lois de répression et de surveillance. Le premier facteur est donc consécutif à la communautarisation d'une frange ethnicisée de la population qui a de plus en plus évolué à la marge au point de s'inscrire dans une déviance qui ne la fait plus adhérer aux normes de la société. C'est ça la voyoucratie. Dès le départ, il existait chez ces populations issues majoritairement de couches sociales précaires en provenance du continent africain des incompatibilités sociologiques profondes, notamment quant à la structure de la famille et à la place qu'occupe le garçon au sein de cette cellule familiale qui rendait dans certains cas très difficile toute intégration et toute assimilation. Oui, mais non, puisqu'il n'y a pas de généralisation à faire, il y en a qui sont très bien intégrés, évidemment. Ce problème sociologique d'ordre migratoire est d'autant plus complexe qu'il varie en fonction des pays, des ethnies et des classes sociales impactées. Voilà, c'est ça, oui et non, ça dépend. Les premières vagues migratoires italiennes et portugaises de l'après-guerre n'ont causé aucune difficulté majeure, précisément parce que, même pour les classes populaires, la cellule familiale était structurée dans ses rapports, place du garçon par rapport au père et à la mère, rapport à l'autorité, de façon similaire sur l'ensemble du continent européen. Ce faisant, ces populations n'ont subi aucun backlash sociologique, c'est-à-dire une sorte de traumatisme sociologique. Il n'y a pas de lien. Et là, il n'y a pas de lien direct avec l'islam. Nous en reparlerons plus loin. C'est lui-même qui le met. Nous en reparlerons plus loin. Lui, il considère que c'est purement sociologique. Et enfin voilà, là, encore une fois, voilà, on n'est pas obligé de tout partager, mais c'est bien sûr évidemment les grandes lignes. Et tu vas voir, ceci dit, ce qu'il dit sur l'islam. Le rejet des normes sociétales s'accompagne de l'instauration de nouvelles normes propres à définir l'identité du groupe. Le jeune des banlieues n'est donc pas en mal de repère parce que précaire économiquement, mais parce que conduit par ces déterminismes sociaux à ne pas pouvoir s'accorder avec le modèle qu'il est censé s'assimiler. Encore une fois, on peut poser la question aujourd'hui, quel modèle? Qu'est-ce que la société française? Est-ce que c'est pas la société américaine du wokisme? Et c'est dur de demander à des jeunes de s'intégrer à une société wokiste. Il instaure alors, le jeune,
ses propres normes qui lui servent à transformer sa déviance sociologique en une identité à part entière. Cela se traduit par des marqueurs sociaux tels que le langage, les codes vestimentaires, etc. Et à s'émanciper pour être autonome d'un point de vue économique, mais aussi vis-à-vis des représentants de l'autorité. S'il n'évolue pas au sein d'une famille structurée, qui ne produit pas un garçon roi, le banlieusard peut rapidement devenir un affranchi qui ne rend compte à aucune autorité et qui ne se reconnaît que parmi les siens, un véritable étiquetage social au sens de Becker. Évidemment, tous les jeunes issus des banlieues ne sont pas comme cela. Les délinquants sont ceux dont la structuration et l'autorité de la famille sont pour le moins inexistantes. C'est là où il faut faire la part des choses. Il ne faut pas faire d'amalgame grossier et il ne faut pas créer un faux problème. Ce ne sont pas les banlieues, ce sont quelques individus et une minorité dans la banlieue qui foutent la merde dans les banlieues. Le personnage de Maël ne déroge pas à la règle, n'accordant aucune légitimité à la loi. Il entendait faire sa propre loi en se soustrayant une fois de plus à l'autorité. N'en déplaise à Sandrine Rousseau et aux autres misérabilistes LFI au raisonnement simpliste, ce n'est pas la pauvreté qui fait d'eux des délinquants. Là où moi je considère que c'est un ensemble qui amène à ce phénomène, mais effectivement, lui, là, c'est lui qui nuance dans un sens, puisqu'il y a des pauvres qui ne sont pas des délinquants. Donc, voilà, on est d'accord. Ces populations brassent parfois des quantités astronomiques d'argent. D'ailleurs, effectivement, les voyous sont pas vraiment des pauvres. Je l'ai constaté sur le terrain. Offrez-leur des infrastructures, l'accès à la culture, des aides, encore plus d'argent, vous ne changerez rien. Certains dealers roulent en Ferrari. S'arrêtent-ils pour autant d'être délinquants? Non. Ils ont de l'argent et donc ce n'est pas la pauvreté. La pauvreté crée le terreau, évidemment, de la délinquance, de la petite délinquance, etc. Mais ce n'est pas que ça le problème. On y arrive. Il met les pieds dans le plat à tous les niveaux. Maël était donc un jeune difficilement contrôlable. Cela se traduit dans les faits par les diverses infractions qu'il a commises. Le deuxième facteur à l'origine de ce drame est humain. Il relève probablement d'une erreur d'appréciation du cadre légal dans lequel le policier s'est situé et a décidé d'ouvrir le feu. La justice tranchera afin de déterminer si le tir était justifié ou non. J'ai moi-même enseigné l'usage des armes à mes élèves gendarmes. Je maîtrise parfaitement cette question sur le plan légal. Mais en dehors de cet aspect purement technique, il ne faut pas oublier qu'un policier est un humain comme les autres et qu'à perpétuellement se confronter à cette population en rupture, il peut à terme voir sa stabilité psychique et émotionnelle perturbée. Même le policier le plus aguerri n'est pas à l'abri de commettre une grave erreur parce que son discernement est altéré, par les stress répétés et la fatigue chronique du terrain. Le porteur d'une arme a une immense responsabilité. Les policiers et gendarmes ont parfaitement conscience d'engager leur responsabilité pénale lorsqu'ils ouvrent le feu avec leur arme de service. En d'autres termes, au moment de faire feu, ils ont conscience de pouvoir, peut-être, finir le restant de leur jour en prison s'ils ont commis une erreur d'appréciation lors d'une prise de décision qui doit prendre 1 ou 2 secondes au maximum. Il a raison, mais en face, on dit montre-moi les policiers ou les gendarmes qui ont tué et qui ont fini leur vie en prison. Bon. Bien sûr, encore une fois, voilà, il n'évite aucun problème. Bien sûr, des abus intolérables existent, notamment avec l'emploi des AFI. Donc, c'est les LBD, c'est des armes entre les mains nues et l'arme à feu, il y a les AFI. Donc, le LBD, les grenades, etc. Bien sûr, des abus intolérables existent, notamment avec l'emploi des AFI durant les mouvements sociaux type Gilets jaunes ou durant les manifestations contre la réforme des retraites. Cela est totalement anormal. Pour autant, revendiquer le désarmement de la police est une stupidité sans nom. Il conviendrait plus à ce sujet
de s'occuper de l'allégeance aveugle que voue une partie de la police à la gouvernance actuelle. C'est clair ? Au point d'en oublier les règles déontologiques qui encadrent la profession. Donc là, je vais te relire cette phrase. Il dénonce les policiers qui soutiennent le pouvoir aveuglément jusqu'à crever les yeux. Voilà, c'est ça qu'il dit. Il conviendrait plus à ce sujet de s'occuper de l'allégeance aveugle que voue une partie de la police à la gouvernance actuelle, au point d'en oublier les règles de déontologie qui encadrent la profession. Le fait est que le drame qui s'est produit ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu la conjonction de ces deux facteurs, déviance sociologique du délinquant non assimilé et faute humaine certainement accentuée par un contexte de tension constante sur le terrain. Ces bases posées, il me semble urgent que les Français prennent aujourd'hui conscience de l'apparition de cette conjonction, que l'apparition de cette conjonction n'est pas le fruit d'un malheureux hasard. Quelle stratégie affrontons-nous ? C'est bientôt terminé. Quand j'étais d'active, durant la pseudo-pandémie, nous parlions avec un collègue et ami éclairé de l'organisation à l'échelle européenne d'un cycle de révolte comme une étape succédant au narratif du Covid. Une hypothèse parmi tant d'autres, favorable aux ambitions socio-économiques dictées par Davos. D'accord ? Là, il monte d'un cran. Ok, il a fait le constat. Il y a des problèmes dans les banlieues, il y a des problèmes dans la police. Ok, maintenant on va parler Davos. L'élite. Il y a des problèmes, et il dénonce la gouvernance et toutes ces histoires. Ces révoltes doivent avoir pour corollaire une récession économique orchestrée par paliers impulsés par le Covid, destinée à progressivement favoriser la mise en place de l'euro numérique, de la virtualisation de nombreux emplois, de la destruction des PME au profit des multinationales et de l'avènement de l'IA, l'intelligence artificielle, pour remplacer certains métiers. Les cycles de révolte permettant, après l'effet starter de la pandémie, de renforcer l'arsenal répressif et les moyens numériques de surveillance des masses par une reprise de contrôle violente et sans précédent. Il y a 2 ans, cela faisait sourire certains. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas aujourd'hui. Nous observons si une potentielle propagation du phénomène à l'échelle européenne se confirme. Bruxelles semble déjà avoir été prise avec des émeutes. C'est précisément parce que je ne sous-estime pas l'intelligence de l'ennemi que mes analyses ont pu se confirmer. Nous avons ainsi pu constater la présence d'une certaine Assa Traoré aux côtés de la mère de Maël. Cette même militante chaussée par la marque Louboutin appartenant à LVMH, Bernard Arnault, le milliardaire français, travaille également pour la fondation Opège Baron Edmond de Rothschild. Donc elle a du temps, tu vas les fringuer, à les payer, et elle peut faire du militantisme. Constatons simplement qu'une mère isolée et effondrée a très rapidement bénéficié d'appuis massifs et de la logistique nécessaire pour organiser, 48 heures après les faits, une marche blanche avec t-shirts floqués et autres célébrités de milieu du rap français. Il existe une réelle complicité entre la racaille d'en bas et la racaille d'en haut qui la soutient. D'accord ? Si tu passes ton temps à juste montrer la racaille d'en bas, tu n'as rien compris. T'es un idiot utile toi aussi. Il existe une réelle complicité entre la racaille d'en bas et la racaille d'en haut qui la soutient. De même que je m'associe pleinement à Alain Soral, à chacun son avis sur le bonhomme. Là, c'est le point de vue de ce gendarme. Ceci dit, pour que les choses soient claires, de mon point de vue, Alain Soral est, on va dire, le meilleur intellectuel de sa génération. Que tu aimes pas les sujets qu'il traite et la manière dont il les traite, ce qui est mon cas, dans certains cas, je vois pas qui lui arrive à la cheville en termes d'analyse, création de concepts et prise de risque intellectuel. C'est-à-dire que c'est un mec qui a quand même sacrifié, on va dire, une carrière
dans la société du spectacle pour ses prises de position. Et ça fait, c'est entre autres un des étalons de l'honnêteté intellectuelle. C'est pas un intellectuel qui change d'avis parce qu'on lui tape dessus. Et bon, enfin, faudrait faire une vidéo sur Alain Soral pour décrypter le bonhomme, mais c'est pas le sujet, d'accord? Mais donc voilà, en tout cas, voilà, t'as les... Et ce qui est intéressant, c'est justement, c'est à partir de là qu'il va parler d'islam. Voilà, rien. De même que je m'associe pleinement à Alain Soral et à son analyse lorsqu'il souligne le fait que le problème n'est pas en lien avec l'islam. Ceux qui islamo-centrent les causes des malheurs que nous subissons sont soit des ignorants, soit des corrompus à la solde d'une cause supranationale. L'islam est une religion d'ordre. Même si certains de ses préceptes peuvent être contestés par un chrétien, il ne faut pas tout confondre. L'Iran connaît-elle de semblables révoltes avec ses profils de délinquants? Les délinquants des cités n'ont rien de musulman. Ils adoptent des marqueurs sociologiques empruntés à l'islam, essentiellement codifiés par des éléments de langage, afin de s'étiqueter comme une communauté. Mais ils ne sont en rien pratiquants et n'appliquent en rien les conduites morales qu'impose le Coran. Quand j'étais sur le terrain, certains d'entre eux s'étonnaient de voir que je connaissais mieux l'islam qu'eux. Je devenais tout de suite plus sympathique à leurs yeux, ce qui les rendait d'autant plus idiots aux miens. Le problème n'est pas l'islam, mais l'ignorance. Ce chapitre-là, je pense que beaucoup doivent bien le réfléchir. Un amalgame est volontairement entretenu entre la délinquance des quartiers et le développement de la religion musulmane sur notre territoire. Or, ces deux phénomènes sont distincts. Encore une fois, tu ne peux pas faire le mélange entre pédophilie et christianisme. Et c'est pareil, tu ne peux pas faire l'amalgame entre vendeurs de shit et islam. C'est faux. C'est tout. Les Russes ont bien compris que le substrat du danger et du bouleversement civilisationnel qui nous guette n'est pas la religion musulmane. Vladimir Poutine déclarait encore il y a 2 jours que la profanation du Coran était un crime en Russie. Eh bien, c'est pareil. Je ne suis pas Charlie et je ne me laisserai pas berner par l'instrumentalisation terroriste des branches sectaires wahhabites de l'islam par les États profonds occidentaux et Israël. Ah, là, tu touches à la ligne rouge. Antisémite. Mais là, encore une fois, voilà, parce que là, il fait la distinction, encore une fois, entre C'est comme si je te dis, faire la distinction entre donc, les banlieues, l'essentiel des banlieues qui sont des travailleurs calmes et honnêtes, et les voyous. Il faut faire la distinction entre l'islam et les fameux wahhabites qui ont pris la main sur la Mecque et qui sont des satanistes. Et qui sont liés à la CIA, au MI16 anglais, à la DGSE et au Mossad. Mais c'est encore un autre chantier. Je dois faire une deuxième vidéo sur l'islam pour parler justement de la corruption profonde de l'islam. C'est bel et bien une élite mondialiste apatride, c'est ce que j'appelle l'élite sécessionniste. Ils ont fait un nouveau pays qui est leur voilà, qui est l'oligarchie financière. Et tous les États, tous les peuples, toutes les nations sont leur champ de bataille. C'est bel et bien une élite mondialiste apatride qui cherche ici à détruire notre pays d'essence catholique en attisant la haine contre la religion musulmane. Je recommence la phrase de ce gendarme qui ne fait de cadeau à personne, on est bien d'accord. Ce n'est pas un islamo-gauchiste, on est bien d'accord, mais il dit les choses. C'est bel et bien une élite mondialiste apatride qui cherche ici à détruire notre pays d'essence catholique en attisant la haine contre la religion musulmane. Puisant ses origines idéologiques dans le judéo-protestantisme, elle a construit une cancel culture ethnicisée, universaliste et woke
calquée sur une axiologie consumériste et matérialiste ayant émergé en premier lieu aux États-Unis. Oui, ce sont des phrases un peu compliquées, mais de temps en temps, voilà, il faut balancer comment dirais-je, du concept et être clair, très clair dans ses définitions des choses. Et il le fait, il est très clair. Je te mettrai le lien, évidemment, de cette lettre sous cette vidéo et je t'invite à prendre le temps de la relire ou donc de la réécouter. L'hégémon américain s'est ensuite chargé de sa propagation dans le monde occidental. C'est ce que j'appelle l'américanisation de la société. Nos petites racailles françaises ne sont en réalité que les ersatz des rappeurs et autres membres de gangs américains qu'ils idéalisent. Ce ne sont pas des islamistes, ce sont des petits Américains, des petits voyous américains. Et sans le savoir, s'ils vouent un culte à quelque chose, c'est avant tout à l'image du rappeur gangster américain en voiture de sport entouré de prostituées derrière lesquelles on trouve les mêmes sources de financement que celles de l'idéologie LGBT. Derrière Assa Traoré se dissimule l'idéologie universaliste de George Soros, qui finance par le biais de ses ONG à la fois l'immigration de masse et la cause LGBT. Si on est loin des idéaux du prophète Mahomet, je préfère dire Mohamed, si on est loin des idéaux du prophète Mohamed ou du Christ, en revanche, on est très près de la détestation du Christ ou de Mahomet, explicitement revendiquée dans les médias par Éric Zemmour. Il y a en réalité bien plus d'accointance entre lui, Éric Zemmour, et Soros, à commencer par la religion, plutôt qu'entre lui et le Christ. Oui, sa pseudo-résistance est en réalité fondamentalement antichristique. Éric Zemmour en prend pour son grade. Et ironie du sort, lorsqu'il s'est présenté à la présidentielle, M. Zemmour avait pour dirigeant de la partie opérationnelle de ses financements M. Julien Madar, ancien banquier d'affaires chez Rothschild. La boucle est bouclée. Sans même évoquer le parcours de notre actuel président, on s'aperçoit que finalement l'univers de la famille Rothschild n'est pas incompatible avec l'universalisme woke dont Assa Traoré est une égérie, de même qu'elle ne semble pas incompatible avec les idées d'une frange droitarde, faussement et souvent caricaturalement patriotique, qui entend fomenter une guerre entre catholiques et musulmans dans le rejet des valeurs transmises par les prophètes, Papacito, Goldnadel, Finkielkraut, Zemmour, etc. Doit-on se conformer pour autant au conflit opposant Jacob et Ésaü dans la Genèse? Je t'invite à aller voir ce passage biblique. Nous sommes donc pris en tenaille entre les racailles d'en haut et les racailles d'en bas. Les racailles d'en haut posent tous les prérequis nécessaires à la création d'une révolution contrôlée. Ils utilisent pour ce faire les islamo-centrés pour exalter les tensions interreligieuses et l'extrême gauche, pilotée par Mélenchon, membre du Grand Orient de France, pour exacerber les conflits face aux forces de l'ordre et la détestation de la police. Une police dindon de la farce qui servira de fusible en participant à rallier contre elle et contre son gré l'extrême gauche et les racailles des cités, tout en devant affronter et gérer les conflits interethniques et interreligieux susceptibles d'émerger. Pendant ce temps, ces maîtres se serviront d'elle pour définitivement instaurer et justifier une nouvelle ère de contrôle et le recours à une violence inédite qui pourra alors être parfaitement légitimée par le contexte. Quelles solutions apporter ? Dans un premier temps, il faut se dire que les événements présents sont peut-être intervenus trop tôt pour nos dirigeants, pour qui il aurait peut-être été plus opportun de bénéficier de cette étincelle d'ici 2 ans. En effet, pour l'instant, les vagues migratoires n'ont pas suffisamment impacté les campagnes et certaines zones rurales profondes. C'était un des objectifs mis en exergue récemment par Jacques Attali. Quand bien même le mouvement en cours viendrait à s'essouffler, faute d'une extension suffisante, ce ne serait que reculer pour mieux sauter. Il faut donc que les opposants patriotes honnêtes, qui n'ont pas peur de désigner l'ennemi réel, son idéologie et ses complices, se réunissent. La situation est trop grave pour rester sans agir.
Comme je l'avais déjà dit lors d'une interview donnée l'an dernier aux médias 442, tous les voyants sont au rouge. Mais si révolte il y a, elle sera automatiquement récupérée par un contrôleur d'opposition ou par la gouvernance elle-même qui en profitera pour instaurer un système de contrôle inspiré du crédit social. Aussi expliquai-je l'année dernière au cours de cette interview que sans une administration prête à prendre le relais, les résistants réels ne pourraient pas tirer parti de cette révolte. C'est là où moi-même, je le dis, il faut une union de toutes les oppositions, de toutes les colères, et une organisation de toutes les colères, hein, et avec des revendications sérieuses, une stratégie cohérente et des tactiques à même de nous faire atteindre nos objectifs. Il est donc temps d'agir aujourd'hui. Pour ce faire, tous les vrais patriotes doivent s'unir. Je pense que l'idée d'Alain Soral de créer instamment un CNR, Conseil national de la résistance, est la bonne eu égard au caractère urgent et imminent de la situation. Alors ça, bon, je sais pas, les idées, c'est facile, hein, les Gilets jaunes l'ont eu, hein, cette idée de créer un CNR. Après, malheureusement, il manque beaucoup de discipline parmi les Français pour créer quelque chose de cohérent, mais on va voir, hein, voilà. Là, tu as des gendarmes, des policiers, hein, qui sont sortis de ce système pendant la période de la dictature sanitaire, qui appellent au CNR. Affaire à suivre. Alors malheureusement, bon, est-ce que voilà, je suis pas sûr qu'il ait la bonne idée de mettre Alain Soral en avant, hein, parce que Alain Soral, c'est voilà, c'est la braise, quoi. Dès qu'il touche quelque chose, il le crame aujourd'hui. Mais bon, encore une fois, on va jusqu'au bout du courrier de ce gendarme courageux, hein, quoi qu'on en dise, François Dubois. Je pense que l'idée d'Alain Soral de créer instamment un CNR est la bonne eu égard au caractère urgent et imminent de la situation. Nous nous adapterons ensuite en temps réel. Il faut donc dans un premier temps trouver les moyens de se regrouper et de se fédérer à l'égard des fausses oppositions et autres apparatchiks du système qui ne désignent pas l'ennemi véritable, entendant par ailleurs rester dans l'Europe et qui chercheront à nous saborder de l'intérieur. Aujourd'hui, je veux apporter ma contribution à ce changement. Il est conscient de tout, hein, y compris des problèmes qui vont arriver, hein, dans un projet d'organisation. Il va y avoir évidemment de l'infiltration. Enfin, je pense que des appuis extérieurs, donc étrangers, seront nécessaires, car notre ennemi est apatride et financièrement incroyablement puissant. Si nous échouons ici, le retour de bâton sera sans précédent. Alors agissons avec courage. Que la France demeure éternelle. Adjudant François Dubois. Voilà, bah écoute, il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce texte. La vidéo est déjà assez longue. C'est un grand combat. Tu vois bien que cette histoire d'émeute là pendant 5 jours, c'est un détail de l'histoire. Oui, il y a une problématique sociale à régler, mais elle fait partie d'un ensemble de corruption et de manipulation, hein, qu'il faut absolument relever et faire sauter, hein, et ensuite, évidemment, travailler, contribuer ensemble, chacun de son point de vue. Tu peux ne pas aimer les syndiqués, tu peux ne pas aimer les patriotes, tu vois ce que je veux dire? Tu peux ne pas aimer les banlieues, tu peux ne pas aimer les gilets jaunes. Ok, on est des tribus de Gaulois, on doit s'unir contre les Romains. Hein, tout le monde a lu Astérix, tout le monde a les mêmes références. Voilà. Et donc voilà, il faut écarter les connards chez les banlieusards, il faut écarter les connards chez les flics, il faut écarter les connards chez les bourgeois, il faut écarter les connards chez les gilets jaunes, il faut écarter les connards chez les syndiqués, mais la majorité de tous ces groupes-là doivent travailler ensemble à la fête des Jeux Olympiques 2024. C'est un moment unique dans l'histoire où le monde entier aura
le regard tourné vers notre pays pour faire la grande révolte en toute intelligence, puisque justement, il explique très bien le système, il se prépare à ces révoltes. Hein, il se prépare à ces révoltes. Et donc, quelque part, il les attend. Hein, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas dire, oui, mais dans ce cas-là, on ne fait rien. Tu comprends? On reste chez nous, on reste esclave. Et là, voilà, c'est là la problématique. Donc, le peuple français doit se révolter avec calcul et intelligence et très certainement non-violence. Hein, mais la non-violence active, c'est un véritable concept et ça se met en place et c'est le nombre, encore une fois, qui peut nous permettre de gagner ce genre de bataille. Je pense qu'il va y avoir énormément de travail, de rencontres. On va essayer, pourquoi pas, de faire venir François Dubois, ce gendarme, à une émission Amicalement Vôtre, hein, pour discuter de tout ça. Nous devons travailler ensemble, tous, aussi différents que nous soyons les uns les autres, athées, chrétiens, musulmans, juifs, hein, contre cette oligarchie internationale qui est sataniste, qui est déstructurée et qui nous veut absolument du mal. Je vais m'arrêter là. Voilà, c'est pour te dire hein, que, encore une fois, voilà, ce phénomène de société des émeutes, oui, bon, très bien, tu peux le regarder par le petit bout de la lorgnette, mais ensuite, voilà, il y a des vraies choses qui sont à poser. À très bientôt, les amis. On lâche rien.